Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons avec nous ce soir Michel Dardenne, Monsieur Michel Dardenne, qui était un des membres vice-présidents du Parti Islam, que nous recevons ce soir pour participer à la chronique politique Voix de fait. Michel Dardenne, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Comment allez-vous? Ça va et vous? Alhamdulillah, ça va bien, merci beaucoup. Donc Michel Dardenne, une première question. Vous étiez vice-président du Parti Islam et vous avez quitté le Parti Islam pour permettre à d'autres personnes qui partagent les mêmes idées que vous de créer un parti Salam, dont on va parler aussi tout à l'heure. Donc pourquoi avoir quitté le Parti Islam? Oui, voilà, alors mon parcours politique, j'aime bien le résumer, c'est-à-dire que moi j'ai surtout été homme d'affaires et beaucoup travaillé dans l'enseignement. Et à mes heures perdues, oui, c'est vrai, j'ai été un petit peu dans à peu près, enfin dans plusieurs partis politiques, je dirais pratiquement tous. Mais moi, depuis que je suis croyant, il y a 20 ans, j'ai retrouvé la foi grâce aux musulmans, aux fondamentalistes islamistes, comme on dit. Oui. Hein, donc ceux qui suivent les fondements de l'islam. Oui, hein, oui. Voilà. Vous êtes un fondamentaliste. Ben, c'est comme le code de la route. Moi, je suis un fondamentaliste du code de la route parce qu'il faut des règles et que grâce d'ailleurs à ces règles, que ce soit le code de la route ou l'islam, eh bien, on gagne toute la liberté de voyager dans le monde entier, de vivre avec tout le monde. Et voilà. Et c'est ce que j'ai redécouvert avec toutes les règles que j'ai retrouvées avec l'islam, d'ailleurs que je rapproche très fort avec mon éducation chrétienne, parce que finalement je lis encore la Bible avec la lumière du Coran, ou même lire le Coran à la lumière de la Bible. Ce sont deux livres qui se complètent évidemment, même si le deuxième est plus parfait, bien entendu, que le premier. Mais voilà, donc j'ai redécouvert que grâce à toute une série de règles, eh bien, on peut vivre beaucoup mieux. Et évidemment, avant de connaître l'islam, ben bon, j'ai eu, comme d'ailleurs beaucoup de jeunes, parfois nés musulmans, qui ont des problèmes parce qu'ils étudient pas l'islam. Mais une fois qu'on étudie l'islam, finalement, il y a une solution à peu près pour tous les problèmes, notamment psychologiques, existentiels, qui sont évidemment des règles universelles, bien entendu. Hein. Et donc, oui, donc après avoir été dans tous les partis, j'ai été voir les libéraux, les sociaux-chrétiens, même les socialistes, enfin, je connais, j'ai des amis qui sont là aussi. Mais ce que je vois, c'est que finalement, si on veut parler de quelque chose qui est du bien-être, et dès que ça pourrait peut-être un peu se rapprocher de la religion, eh bien, il y a dans chaque parti, il y a ce que j'appelle, c'est les poissons à l'extérieur du banc de poissons. Dès qu'ils voient un requin, ils font bouger tout le banc de poissons sur le côté. Et donc c'est ça que je vois, c'est que dans tous les partis, ben, dès qu'on veut parler de quelque chose qui peut-être a quelque chose à voir avec la religion, eh bien il y a toujours quelque part un gardien pour amener toutes les troupes loin de ce discours. Et ça veut dire que en tant que croyant, finalement, on ne peut même plus discuter de façon raisonnable, de façon scientifique sur des sujets, parce que tout de suite on nous taxe de fondamentalistes islamistes ou autres. Hein. Et alors vous avez choisi le Parti Islam, et puis alors vous l'avez quitté. Oui, et alors donc à un certain moment j'ai appris qu'il y avait un parti de musulmans. Je me suis dit tiens, je vais quand même aller voir. Donc j'ai été voir ces gens, et puis voilà. Bon, c'est des gens très sympathiques en effet. Ils sont très ouverts à ce qu'on puisse parler pas seulement des problèmes politiques, mais parfois des problèmes aussi éthiques. Hein. Il y en a eu beaucoup en politique. Hein. Le dernier qui m'a dit qu'il ne voulait pas de religion en politique, c'était le dernier bourgmestre de Bruxelles. Yvan Mayer. Voilà, Yvan Mayer. Mais je lui ai dit, écoutez, la religion, il ne veut pas de religion en politique. Je dis, la religion, c'est ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tricher. Eh bien oui, on voit bien, ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ça en politique, donc ils veulent pouvoir mentir, tricher, voler, même s'ils le font de façon légale, comme ils le disent. Hein. Ça veut dire que
la plupart des partis politiques, et c'est ça qui est vraiment agaçant, c'est qu'il suffit qu'ils trouvent une loi pour s'arranger et puis finalement ils se servent un maximum. Enfin, je parle en général, c'est-à-dire que je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens très dévoués en politique dans beaucoup de partis, mais si chaque fois ceux qui s'enrichissent, ce sont ceux qui trouvent des tas de moyens pour passer à travers les mailles du filet, et qui ne sont pas éthiques, hein, parce que quand même, hein, un mandat politique, c'est se mettre au service des citoyens. Et donc vous avez choisi ce parti islam, voilà, alors, pour justement parler de la religion, parler des questions d'éthique, etc. Oui, bah écoutez, c'est pas pour parler de la religion, parce que la religion, quand même, c'est l'histoire des mosquées. Hein, c'est-à-dire que il y a toute une société civile où, si on veut parler de la religion, peu importe d'ailleurs à laquelle on adhère, ben, on va dans les mosquées, on va dans les églises, on va dans les synagogues, on va où on veut, on va discuter de religion. Donc, c'est-à-dire que la religion, elle a quand même une partie privée, et ça, évidemment, ça n'a en effet rien à faire en politique. Hein. Voilà la façon dont on se sent, la façon de sa relation à Dieu. Est-ce qu'on veut mentir ou ne pas mentir? Est-ce qu'on veut prendre des libertés de temps à autre? Je veux dire, ça sont des choses personnelles qui ne regardent bien entendu pas la politique. La politique doit être concentrée sur la gestion des affaires publiques. Hein, mais... et les questions comme l'abattage rituel, comme oui, l'égalité homme-femme, oui, évidemment, voile, à partir du moment traité au niveau politique. Hein. Oui, à partir du moment où il y a des règles, quand on commence à interdire aux femmes de s'habiller comme elles le veulent, hein, ou d'obliger de s'habiller d'une autre façon, je veux dire, là, on rentre dans la politique de l'Arabie Saoudite. Enfin, hein, je veux dire, là, ils interdisent le djinn, ici, on interdit le voile. Franchement, je veux dire, il n'y a pas grande différence. Hein, c'est la même mentalité. Hein. Donc, c'est quelque chose qui nous allons arriver à l'Arabie Saoudite et au centre islamique, mais j'ai toujours pas de réponse. Pourquoi vous avez quitté le parti islam pour fondre un parti autre qui s'appelle Parti Salam, dont on va parler aussi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hein, Dieu, il nous exhorte à nous unir. Et donc, en effet, lorsque j'ai fait connaissance avec ce parti islam, bah, en réalité, qui est un petit groupuscule, hein, je veux dire, ils étaient 3 ou 4, et donc on les a rejoints. Pas plus grand que ça. Pardon? Ça fait comme, je pense qu'ils ont eu quand même 14 000 voix. Oui, mais ils ont 2 élus. Hein. Ah oui. Ils ont 2 élus, un élu communal à Anderlecht et un autre à Molenbeek. Et un autre à Molenbeek. Oui. À Bruxelles, là, il y a eu le bug informatique, donc là, ils n'ont pas très bien compris qu'entre 17h et 22h, il n'y a plus une seule voix qui s'est ajoutée. Hein, ça, c'est le problème du vote électronique, on peut peut-être en parler. J'ai vu d'ailleurs avec joie que la Wallonie sort enfin de ce processus électronique qui est ouvert à tous les hackers qu'on veut. Hein, ça veut dire que il n'y a aucune sécurité en réalité sur ce système actuel, c'est des vieux systèmes qui ne sont pas sécurisés du tout. Donc, mais donc, en effet, ce petit groupe, ben, voilà, on les a approchés, on a vu comment faire un règlement, comment grandir, parce que moi j'ai quand même toujours été spécialisé dans les affaires à structurer les entreprises, à les faire grandir, etc. Donc voilà, moi je me dis, voilà, on va faire un parti structuré, on va grandir, moi j'ai l'habitude de ça. Et puis bon, on a fait venir des gens, des hommes, des femmes, des intellectuels, enfin des musulmans, des non-musulmans, il y avait des chrétiens, des juifs, enfin athées, tout le monde était le bienvenu. Mais j'ai vu quand même qu'avec ces 3, et notamment spécialement 1 ou 2 de ces 3, ben, j'ai vu rapidement que le dialogue, finalement, n'est pas possible. Et pourquoi? Oh ben parce que, écoutez, moi je mets ça sur le dos de compétences, qui est, vous savez, discuter avec un groupe de 10 personnes, voilà, pour que chacun ait la parole, pour qu'on puisse faire un PV, un procès verbal, pour tenir compte de la vie de tout le monde. Ben ça nécessite des compétences. Hein. Et donc moi j'ai essayé de faire ça, mais bon, je veux dire, ils n'en voulaient pas. Quand on était en réunion, parfois c'était une personne qui parlait pendant 75% du temps, et les 10 ou 15 autres devaient se partager. Problème d'autorité. Voilà, donc je veux dire, vous savez, on prend ça avec distance au début, mais une fois que ça se répète, on se dit bon, stop maintenant. Hein, et donc voilà, je veux dire, moi je n'ai pas pu continuer. En 1 an et demi, finalement, on a même
pas pu construire de programme, on n'a pas pu en discuter. Hein, on avait fait là une ASBL, mais une ASBL où ils font des assemblées générales sans convoquer tous les membres. Oui. Oh, écoutez, je veux dire, à un certain moment, voilà, je me suis dit non, les élections c'est bientôt, donc il y avait des tas de gens compétents qui voulaient bien travailler, mais qui finalement partaient avant moi, hein, et disaient écoutez, viens Michel, on sort, c'est pas possible avec ces gars. Et je dis non, faut essayer, écoutez, Dieu il demande de nous unir, mais bon, finalement il nous demande de nous unir. Donc c'est quand même la corde de Dieu. Tout à fait. Et vous avez décidé alors avec d'autres personnes de créer Salam. Voilà. Et alors donc on a parce qu'on a finalement des gens à Bruxelles dans une dizaine de communes déjà, à Anvers, à Lokeren, Nagan, à Liège, à Charleroi. Donc je veux dire, il y a des tas de gens avec qui on avait pris contact et qui ont apprécié les contacts, sauf avec le trio des trois du parti islam. Et finalement, tout le monde a dit, écoutez, on va faire un autre parti, quoi. Le projet est bon, voilà, il faut défendre les croyants lorsqu'ils ne sont pas défendus. Mais bon, s'associer aussi aux autres, aux non-croyants, lorsqu'il y a des causes communes, évidemment. Et le parti est destiné à la base à tout le monde, il est ouvert à toutes les nationalités, toutes les cultures, ou on cible seulement une communauté aussi musulmane? Oui, écoutez, évidemment, alors on ne cible pas nécessairement la communauté musulmane, mais aujourd'hui, à Bruxelles, un tiers des musulmans, un tiers des citoyens sont musulmans. Mais aujourd'hui, pour qui est-ce qu'ils peuvent voter? Mais ils votent pour des partis qui votent à l'unanimité tous contre la viande halal. Hein, ils veulent interdire l'abattage rituel, alors que c'est autorisé dans le règlement européen. Je ne sais pas, par exemple la chasse, eh bien, ils peuvent toujours tuer sans étourdir. Mais les musulmans, ils ne peuvent pas tuer sans étourdir. Alors que il y a des preuves scientifiques que l'égorgement est la manière la moins douloureuse de tuer l'animal en plus. Moi, je ne comprends pas pourquoi tous les partis, y compris, vous savez, moi, je vois, il y a des tas de musulmans qui sont chez les socialistes, le MR, chez Écolo, ça sont évidemment mes frères, mes sœurs dans la religion, mais je leur dis, mais faites attention, pourquoi est-ce que vous soutenez un parti qui vote pour interdire de manger de la viande? Vous ciblez ces électeurs-là pour leur dire, venez, nous, on va travailler sur ces dossiers de l'abattage rituel. L'abattage rituel, c'est en effet un gros dossier, parce que si on interdit aux juifs et aux musulmans de manger de la viande saignée, hein, on parle parfois d'égorgement, mais en réalité en français c'est la saignée, hein, le terme chrétien. D'ailleurs, normalement les chrétiens aussi, ils ne peuvent pas manger de sang, ils doivent manger de la viande saignée, mais enfin les chrétiens ne sont pas très stricts là-dessus. Mais je veux dire, on peut quand même pas retrancher les musulmans et les juifs à être obligés d'acheter de la viande à l'étranger. Enfin, ça n'est quand même pas possible, alors que le règlement européen l'autorise clairement. D'ailleurs, l'année passée, moi j'avais fait des brochures pour dire voilà, vous pouvez égorger un animal à la maison, c'est autorisé avec tous les articles de loi. Et puis on a des ministres, des échevins, des bourgmestres qui disent non, c'est interdit. Mais j'ai dit écoutez, regardez quand même la loi, c'est pas interdit. Et alors finalement, ils ont compris que ce n'est pas interdit. Ils ont tellement bien compris qu'en Flandre et en Wallonie, ils ont voté maintenant un projet de loi pour l'interdire à partir de 2019. Enfin, je veux dire, ça. Il n'y a pas que ce problème chez les musulmans qui est actuellement sur la table et sur lesquels on travaille. Il y a aussi le problème de l'égalité homme-femme. Donc on aborde souvent ce genre de truc. Le témoignage d'une femme qui n'est pas équivaut à un homme. Il faudra 2 femmes, je pense, pour, etc. Donc oui. Tout ça, ce sont des points que les politiques dénoncent. Oui, moi je comprends, ils dénoncent, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Hein. Vous savez, le Coran, c'est comme le noyau d'un fruit. Oui. Hein. Il est solide, hein. Il n'y a pas moyen de le changer. Mais autour de ça, je dirais, il y a toute la réflexion et la sunna, c'est-à-dire il y a toute la viande fraîche du fruit qui est quand même bien meilleure, bien plus passionnant que le noyau. Je veux dire, c'est vrai, il y a un verset qui dit
dur comme fer que lorsqu'on fait un arrangement financier, hein, c'est réservé à l'arrangement financier, ben Dieu conseille de d'abord faire écrire ça par contrat, par un scribe, donc pas quelqu'un qui sait écrire. Et si on n'a pas de scribe, on prend 2 hommes comme témoins. Oui. Et si on n'a pas 2 hommes, on prend un homme et 2 femmes. Ouais, écoutez, c'est quand même logique. Et si vous prenez un homme et une femme, et ils se marient, on n'a plus qu'un témoin. Hein. Donc je veux dire, si on veut que pour la transaction financière, il y ait 2 témoins, ben, on ne peut pas prendre un homme et une femme, parce que s'ils se marient, ben, ça veut dire que c'est le même témoin. Hein. Donc ça veut dire que ben, on peut prendre, pour moi, on peut prendre 2 femmes aussi, si elles sont responsables. Hein. Mais évidemment, du temps du prophète, sallam, les femmes, ben, elles n'étaient pas vraiment dans les affaires, elles étaient dans les familles. Comme d'ailleurs beaucoup de femmes aujourd'hui encore, hein, sont dans la famille, elles ont une responsabilité dans la famille. Vous savez, les affaires financières, c'est loin de leur problème aussi. Hein. Mais ça veut dire que l'islam ne rejette pas que 2 femmes soient témoins au lieu de 2 hommes, mais de dire on prend un homme et une femme, ça c'est vraiment la bêtise, la pire bêtise. Et il y a aussi la question du voile, par exemple, votre parti maintenant. Je veux quand même dire, vous savez, il y a une situation dans l'islam où un homme ne peut pas témoigner, seule une femme témoigner, vous savez ça? Non. Ah ben si. Lorsque il y a une jeune fille et un jeune homme qui veulent se marier et qui sont de parents différents, mais si quelqu'un dit non, ils sont frères et sœurs de lait, ils ne peuvent pas se marier. Eh bien, il n'y a que la mère qui a donné le lait qui peut témoigner pour dire en effet, je les ai, parce qu'il faut les avoir rassasiés, il faut au moins 5 l'équivalent de 5 biberons rassasiants. Hein, autrement ça compte pas. Donc là il n'y a même pas un homme qui peut témoigner, il n'y a qu'une femme qui peut témoigner. Mais le problème, donc, ce que je veux dire c'est pas une égalité homme-femme, c'est chacun ses compétences, je veux dire. Et ça veut dire que la plupart des témoignages dans le Coran c'est un homme ou une femme indifféremment. Mais ici la séparation de la religion de l'État, est-ce que ici le politique, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il faut absolument mettre de côté tout ce qui est religieux et respecter la constitution, les lois, les jurisprudences de ce pays. On ne doit pas faire appel justement à la charia pour vivre dans la société. Mais c'est ça le discours politique. Non, oui, d'accord. Déjà, il ferait mieux de faire la différence entre la charia et la sharia avec le aïn. Ce n'est qu'une lettre. Voilà, ce n'est qu'une lettre de différence, hein, mais il y a ça dans toutes les langues. Si vous prenez le mot terrible en français ou en anglais, ça veut pratiquement dire le contraire. Hein. Terrible en anglais, c'est horrible, mais terrible, ça peut être fantastique en français. Donc, je veux dire, tous les musulmans, ce qu'ils veulent, évidemment, c'est la charia. Hein, celle avec le aïn, hein, ça veut dire que eux ils veulent suivre, c'est la voie finalement. Ils veulent suivre la sunna islamia, c'est-à-dire c'est la voie islamique. Hein. Ils ne veulent pas suivre la charia des criminels du soi-disant État islamique ou Daesh. Mais la charia, c'est la jurisprudence, de toute façon, qui se base sur des lois, qui se base justement sur des décrets islamiques, etc. Mais oui, mais déjà... Quelle est la place de la charia dans un pays comme la Belgique? Écoutez, la charia islamia, celle-là, elle peut servir d'inspiration à tout le monde, y compris à la politique, du moment que, elle n'influe pas sur la vie privée, parce que ce n'est pas aux politiques à s'immiscer dans la vie privée. Et donc, elle doit rester à la gestion des affaires publiques. Et 2, ça ne peut pas être la seule inspiration. La médecine doit être une autre inspiration. La science, l'architecture, la culture. Donc, ça veut dire que absolument tout doit pouvoir permettre aux hommes et femmes politiques de s'inspirer. Donc on ne peut pas en extraire brusquement le message de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça serait vraiment le comble que les hommes d'affaires pourraient influer les politiques, et puis les croyants, ils devraient se taire. Donc le parti Salam, qui d'ailleurs va participer, s'engager dans les élections en 2018, va défendre tous ces dossiers-là, à savoir le dossier justement dont on a parlé de l'abattage rituel, le port du voile, l'égalité homme-femme,
tous ces dossiers dont on a parlé maintenant. Allez, le port des vêtements. Hein. Moi, je vais. C'est pas que le port du voile. Vous savez, parfois, moi, je vais à la piscine avec mon fils. Oui. Il a presque 5 ans. Je vais lui apprendre à nager. Donc, on va s'amuser. Et puis, moi, j'ai un maillot de bain. Hein, de la marque, enfin peu importe à quoi, mais c'est vraiment une marque, c'est un maillot de bain. Le tissu, c'est un maillot de bain. Ouais. Et puis de temps en temps, ils me font la remarque qu'il est un peu trop long et pas assez moulant. C'est un short islamique. Mais écoutez, moi j'ai ce maillot depuis 20 ans, et je ne peux pas faire autre chose avec ça. Je vois pas très bien pourquoi je dois aller acheter un autre. Donc c'est même pas que le voile islamique, c'est même les hommes qui ont un maillot trop large, alors ils me disent oui, mais ça peut éventuellement ne pas être propre parce qu'avec un short éventuellement on fait le jardin. Je dis écoutez, avec un slip de bain tel que vous le dessinez là, on peut faire le ménage, on peut nettoyer les sanitaires et puis le mettre sur soi et ça n'est quand même pas propre, j'ai dit. Ouais. Donc je veux dire, ce n'est pas un argument. Hein. Finalement, j'ai même dit au directeur de la piscine, j'ai dit écoutez, si vous voulez qu'on discute de la chose, allons de façon volontaire devant un juge de paix et puis on va demander un conseil. C'est gratuit d'ailleurs, hein, on peut aller chez le juge de paix de façon volontaire. Enfin, finalement, il a dit écoutez, monsieur Dardenne, je vais vous laisser mettre votre maillot de bain parce que si vous me promettez qu'il soit toujours propre, bah, écoutez, finalement il est propre, il est tout à fait sécurisé. Donc je veux dire, c'est vraiment harceler les musulmans, la mode musulmane. Donc parce qu'ils ne savent pas que je suis musulman, moi je leur ai pas dit à la piscine que j'étais musulman, simplement ils trouvent que mon maillot il est un peu trop large, et puis du fait que je suis un Belge et que je ne parle pas de l'islam, ben, ils disent allez vous pouvez le garder. Mais je veux dire, il faut quand même arrêter ces histoires de discriminer les gens sur leur habillement parce qu'ils ont une peau basanée, une barbe et des cheveux longs et des vêtements un peu larges. Hein. Je veux dire, ça sont des choses, en effet, c'est même pas la discrimination de la femme, hein, c'est la discrimination d'une partie de la population. La partie population qui fait 1/3 maintenant à Bruxelles, qui fait plus de 10% en Belgique. Maintenant, ça suffit. Il faut arrêter toujours de retourner dans sa mosquée, dans sa petite association musulmane et dire Alhamdulillah, on va rien dire, on n'est pas chez nous. Mais ça n'est pas vrai. Hein. La semaine passée, j'ai eu ici comme invité le Mostafa Chraoui, qui est le président du collectif contre l'islamophobie en Belgique, et qui a clairement dit qu'il y a une augmentation de l'islamophobie en Belgique qui touche principalement les femmes. Oui, évidemment. Enfin, d'abord, islamophobie, c'est un terme très doux, hein, soi-disant avoir peur de l'islam. Non, moi je dis c'est de l'anti-islamitisme. Hein. L'anti-islamitisme. C'est vraiment du combat systématique. Ce terme n'existe pas encore, l'anti-islamitisme. L'anti-islamitisme. Donc vous allez travailler aussi sur ce terme. Oui, l'anti-islamitisme. Aujourd'hui, lorsque les médias commencent à dire que l'antisémitisme, l'antislamitisme, donc c'est la même formule. Lorsqu'on amalgame l'islam et Daesh, excusez-moi, si on associait Daesh à des juifs, on dirait que c'est de l'antisémitisme. Eh bien, moi j'ai dit, les médias, ils ont des propos anti-islamites, clairement, systématiquement hostiles à la communauté musulmane, avec derrière toute une série de règles discriminatoires. Et votre parti a dans son programme aussi donc le travail sur la lutte contre l'antislamitisme. Oui, bien sûr, hein, c'est-à-dire qu'en réalité, d'ailleurs c'est pour ça, dès les élections communales, il faut mettre ça au programme dans certaines communes. La commune peut décider que des messages anti-islamites ne soient pas autorisés sur la commune. Et donc peut rendre les médias responsables, dire voilà, ah oui, ils coupent les mains aux voleurs, ce sont des islamistes, etc. Écoutez, non, d'abord couper, c'est quoi? C'est amputer ou juste faire une petite coupure? Parce que couper dans le Coran, c'est pas nécessairement, c'est pas batara, c'est qata. Donc couper, c'est faire une coupure. Hein. Alors oui, le Coran conseille. Mais peut-être que chez Daesh, couper, c'est couper. Hein. Oui, mais écoutez. Peut-être que c'est coupé. Écoutez, peut-être que chez Daesh ou chez l'Arabie Saoudite, couper, c'est amputé. Oui, hein. Mais je veux dire, d'abord, c'est pas l'islam. Et ensuite, les médias qui sont quand même pas compétents. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui sont diplômés en islamologie. Mais écoutez, c'est pas à eux de dire que couper les mains, c'est forcément islamiste. Hein. C'est quoi ça? Ça n'a aucun sens. Enfin. Donc le parti aura comme objectif de clarifier aussi ces définitions-là vis-à-vis de la presse et des médias. Oui, il y a des discours qu'on ne peut plus autoriser parce qu'ils génèrent, et c'est la seule raison, hein, les propos antisémites ou anti-islamites, eh bien,
finalement, il génère des comportements illégaux. Ça veut dire que si on dit « Ah oui, c'est normal qu'un homme de 50 ans il se marie avec une petite fille de 6 ans », parce qu'on a mal interprété les textes de la Sunna, eh bien donc on risque d'inciter des musulmans de 50 ans à se marier avec des petites filles de 6 ans. Écoutez, c'est illégal. Ça veut dire que ce discours ne peut pas faire ça. Si le non-musulman dit « Moi, si je vois un homme qui se promène avec une petite fille, je lui tape dessus », c'est parce que les journalistes ont dit des propos anti-islamiques que finalement, même le non-musulman, il se lance dans de la discrimination et de la violence qui est donc illégale. Donc l'incitation, il n'y a pas besoin de changer la loi, hein, l'incitation à des actes illégaux à travers des propos anti-islamiques, eh bien, doivent être punis. Hein. Les médias, ils sont subventionnés, donc c'est très simple. Hein. Eh bien, il faut donner des pénalités et donner moins de financement aux médias qui laissent passer des messages anti-islamiques. Hein. Ils devraient essayer de faire des propos antisémites. Ben, évidemment qu'on les sanctionnerait, hein. Ce qui est normal d'ailleurs, hein. Ce qui est normal. Et donc voilà, je veux dire, il y a de l'ordre à mettre. Il y a une autre chose à mettre en ordre, c'est que par rapport à tous ces actes, on dit parfois l'islam radical. Oh, écoutez, radical, il faut quand même dire comme c'est. D'abord, radical, c'est pas la religion. Radical, c'est quelqu'un qui sort de la société. Hein. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où je suis radical dans peu importe quoi, si par exemple je suis végétarien radical et que donc je ne veux plus même rester sur le même trottoir où il y a une boucherie et que je commence à réclamer chaque fois que je dois passer quelque part qu'il y a une boucherie, ben là je me mets en dehors de la société. Hein. C'est pas islamiste. En fait, c'est un problème de définition à chaque fois. Voilà. En fait. Il faudra clarifier tout ça. Et la radicalité, en plus, elle n'est même pas définie dans la loi. Hein, donc c'est quand même un problème, c'est que c'est comme les signes religieux. On interdit le voile sur base des signes religieux, mais les signes religieux, ils sont pas définis dans la loi. Le voile, c'est quelle religion ça? Quand les juifs mettent un voile, c'est quoi? Ils mettent un voile islamique? Quand les chrétiens mettent un voile? Tout ça n'est pas défini dans la loi. Donc, alors on peut dire qu'une croix, ça, c'est le signe catholique. Hein, il y a d'ailleurs plusieurs types de croix d'après les églises chrétiennes. Il y a l'étoile qui est le signe du judaïsme. Il y a le croissant, l'étoile qui est le signe de l'islam. Mais un vêtement n'est quand même pas un signe religieux. Je veux dire, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, dans la loi, ça n'est même pas défini comme ça. Hein. Donc le radicalisme, c'est la même chose. Et le radicalisme, c'est finalement un problème d'une communauté, que ce soit les végétariens, que ce soit les naturistes, que ce soit les gens qui sont dans une religion. Ben, je veux dire, aujourd'hui, les problèmes communautaires, on les règle entre la police et la politique. Mais moi je dis, il faut rapidement passer vers une tripartite. C'est-à-dire que la communauté qui est incriminée, ben, s'il y a un chrétien, par exemple, qui prend un extrait de la Bible, Luc 19, Luc chapitre 19, et qui dit, voilà, Jésus a dit, amenez devant moi tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à mon règne et tuez-les. Ben, alors, si un chrétien, il se met à tuer tous ceux qui ne croient pas en Jésus et qui ne respectent pas la Bible, qui se met à tuer tout le monde, ben, écoutez, il faut... Si c'est quelque chose, un problème qui se répète, mais la police et les politiques ne vont pas régler ce problème. C'est qu'il y a un problème dans la communauté chrétienne. Et donc, il faut que la communauté en question soit impliquée pour analyser d'où viennent les problèmes et pour voir comment les résoudre. Parce qu'un curé, il aura vite fait de faire donc c'est les mêmes problèmes qui existent maintenant au sein de la communauté musulmane, parce qu'on décapite quand même en Arabie Saoudite, on coupe des têtes tous les vendredis, hein, donc c'est qu'il y a un problème. Hein. Je sais pas si et d'ailleurs, il y a une question dans ce sens. Le centre islamique les clés du centre islamique viennent d'être en fait remis à l'État belge, et donc c'est la Belgique qui va commencer par gérer le centre islamique. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous ou une mauvaise. Écoutez, imaginez un petit peu que Renders, il rencontre le pape pour dire quand même les églises, il y a une église là, je voudrais en reprendre la gestion parce que ça marche pas fort. C'est quoi cette histoire? L'État belge va se mettre à gérer des églises ou des mosquées? C'est l'État belge qui gère déjà le culte, le ministère de la Justice, hein. L'exécutif des musulmans. Non. Alors,
Le culte, d'abord le culte, en effet, notamment le culte musulman, Monsieur Chalaoui, quand il se prononce au nom des musulmans, ben, c'est comme si Monseigneur de Kayzel se prononçait au nom des catholiques. Ça n'a aucun sens. Hein. Ces gens ne sont pas élus. Ces gens, ils ont à gérer un culte. Ils sont élus par la communauté musulmane, par l'ensemble des mosquées. Mais ça n'est pas si, c'est comme ça que ça s'est passé. L'exécutif a été élu par l'ensemble des mosquées. Non, l'exécutif musulman en Belgique est une ASBL. Et c'est une ASBL, d'ailleurs, où il n'y avait pas du tout un nombre de membres par rapport au nombre de musulmans de chaque pays en Belgique. C'était d'ailleurs surtout des Turcs. Cette représentation, on peut en discuter, mais l'élection a bien existé. C'était l'élection du conseil d'administration par les membres de la SBL. Tout à fait. Mais non, pas par les membres de la SBL. Ce sont les mosquées qui sont soumis à voter. Et puis alors, il y a eu à un moment donné une élection et on a désigné le conseil d'administration qui gère l'exécutif des musulmans. C'est vrai qu'il y a des mosquées qui sont membres de cette ASBL. Mais je veux dire, pour moi déjà, quand on parle d'élection, hein, dans la tête de chacun, les élections, c'est au suffrage universel. Donc je veux dire, l'exécutif des musulmans de Belgique est élu par ses membres, n'est pas élu par les musulmans. Ça, on ne peut pas dire. Hein. Donc ils ne sont pas représentatifs par rapport aux musulmans. Il y a d'ailleurs des tas de gens qui ne sont pas d'accord avec... Enfin, moi, je trouve Chalaoui, il est très charmant, très sympathique, il fait plein de choses, mais il n'est pas représentatif. Il n'a pas été élu par la population musulmane, il a été élu par les membres de son ASBL. Enfin, ça, Mouatine, vous n'êtes pas une association? Si. Bon, vous êtes élu par les membres de votre association, mais c'est pas pour ça que vous êtes brusquement représentatif de la population. Hein. Donc il faut quand même pas mélanger les élections dans une ASBL ou dans un conseil d'administration et les élections au suffrage universel. Hein. Pour moi, c'est quand même très clairement différent. Oui. Mais donc, ça veut dire que, en effet, Monseigneur de Kayzel, il doit gérer ses églises, il y a des problèmes de statut, les salaires, l'entretien des bâtiments, la reconnaissance, le respect des normes architecturales, des pompiers, il y a des tas de choses. Et Chalaoui, il a la même chose à faire pour les mosquées. Hein? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de mosquées qui sont reconnues, donc qui ne tombent pas encore sous les normes telles qu'elles doivent être. Donc qui va gérer, selon vous, le centre islamique? Parce que c'était ça la question. Écoutez, c'est l'État a pris position pour l'instant, donc il y aura peut-être dans les jours à venir un travail à faire pour la désignation de je ne sais pas de qui va gérer cette mosquée-là. Oui. Alors, normalement, toutes les mosquées, elles sont gérées par les associations qui en sont propriétaires par les membres ou par le conseil d'administration. Donc moi je ne vois pas comment l'exécutif des musulmans de Belgique, qui est quand même subventionné par l'État, hein, c'est un bras de l'État, de l'exécutif d'ailleurs, du ministère de la Justice. Donc je ne vois pas comment moi, le bras du ministre, peut diriger une mosquée, c'est pas son job. Alors l'exécutif des musulmans en Belgique, c'est comme chez les autres religions reconnues, il y a des règles à respecter et donc ils doivent s'assurer à ce que toutes les mosquées puissent, avec les efforts nécessaires, respecter toutes les règles. Mais ce n'est pas comme M. Renders s'il dit on va reprendre la gestion de cette mosquée en main. Enfin, vous imaginez que l'État il va prendre en main la gestion d'une décision d'une synagogue en soi pour vous il est nécessaire ou pas? Parce que c'est ça la question. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre? Moi, j'organiserais en effet différemment les mosquées. Pour moi, la structure de l'ASBL, qui est assez typique, moi je trouve pas ça une bonne structure parce qu'une ASBL, vous savez, moi je suis économiste, j'ai fait des études de gestion, donc le droit commercial, ça me connaît, mais une ASBL n'est pas faite pour être propriétaire d'un bâtiment en réalité. Une ASBL, c'est fait pour avoir quelques frais de fonctionnement, avec quelques petites rentrées, voilà, on ne fait pas de bénéfices. Mais toutes les mosquées en Belgique sont presque en ASBL. Oui, hein, oui je sais, mais en réalité, les ASBL devraient gérer les mosquées et louer cette mosquée à une autre société qui est propriétaire. Donc ça doit être une société morale qui pourra gérer ça. Une SPRL ou une société anonyme, enfin, qui devrait... Ah bon, ça c'est une discussion, vous savez, ça c'est par exemple quelque chose, une discussion qu'il doit y avoir au sein de la communauté des mosquées musulmanes avec l'exécutif musulman en Belgique. Ils doivent trouver une structure
qui permettent de gérer ça en toute transparence. Vous avez répondu, c'est ce qu'ils vont faire maintenant dans le futur, c'est vraiment discuter pour désigner l'organe qui va gérer cette mosquée. Oui, mais non, l'exécutif ne doit pas gérer une mosquée. Non, pas l'exécutif, il n'est pas encore dedans. Maintenant, la décision est prise, donc c'est l'État qui reprend le centre islamique, mais les discussions maintenant, c'est de voir comment justement gérer ce centre islamique. Oui, et il n'y a encore rien qui a été décidé. Il y a des tas de suggestions, mais de toute façon, Renders, il ne doit pas prendre en main la gestion d'une mosquée. Il doit dialoguer avec toutes les mosquées et l'exécutif pour trouver une façon satisfaisante de mettre des structures à ce qu'il y ait de la transparence, parce que c'est ça qu'il veut, de la transparence, mais il ne faut pas de la transparence juste pour les mosquées islamiques. Hein. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans la presse, il y a ajouté les écoles islamiques brusquement. Mais écoutez, c'est comme une école catholique. Si on dit non, s'il y a de l'argent qui vient du Vatican, il faut remettre la gestion à Renders. C'est quoi ça? Imaginez une église qui ne peut plus être subventionnée par de l'argent qui viendrait de l'étranger. Mais quelles sont les alternatives? Vous le savez très bien que c'est très compliqué, qu'il y a plusieurs écoles musulmanes et qu'il y a plusieurs courants musulmans. Il y a les sunnites, les chiites, les ahmadites, les soufis, etc. Comment réunir tous ces gens-là pour pouvoir justement les convaincre de gérer un centre islamique? Oui. Comment le faire? Moi, je trouve aussi... D'abord, le centre... Et les uns qui n'acceptent pas les autres, etc. Les uns qui ne reconnaissent pas l'exécutif, les autres qui ne reconnaissent pas... Donc c'est quand même, il faut avouer que c'est compliqué. Hein. Vous savez, on s'en mêle un peu les pinceaux avec tous ces termes, parce que quand on dit le centre, la Ligue, le centre islamique, en réalité c'est la Ligue islamique mondiale. Oui. C'est le nom d'une association. On dit parfois la grande mosquée. Oui. Mais d'abord, ce n'est pas la plus grande. Et ensuite, il n'y a aucune hiérarchie dans les mosquées. Hein. La mosquée de l'Arabie Saoudite, c'est une mosquée comme une autre. Donc je ne vois pas très bien pourquoi on dit la grande mosquée ou le centre islamique comme si... C'était la mosquée qui gérait à un moment donné le culte musulman ici en Belgique. Hein. Mais écoutez, la mosquée à Anderlecht, elle est plus grande. Hein. Je veux dire, il y a des mosquées qui sont plus grandes quand même que... Oui, il y a plus grande que ça, oui, tout à fait. Voilà, donc ce que je veux dire, de toute façon, les mosquées, elles sont gérées de façon décentralisée, comme je dirais, dans la boucherie, eh bien, il n'y a pas une boucherie centrale, quoi. Je veux dire, tous les bouchers, ils sont les uns à côté des autres, tous les boulangers, ils sont les uns à côté des autres, tous les magasins de souliers, toutes les mosquées, ils sont tous... Dans l'islam, il n'y a pas de centralisation. Alors, les églises catholiques, c'est pas la même chose. Elles sont gérées, en effet, par le Vatican. Hein. On ne peut pas mettre en place une église catholique sans l'autorisation du Vatican. Hein. Donc ça, c'est centralisé. Mais les mosquées, c'est pas centralisé. Et justement, peut-être que c'est là où il y a le problème, c'est parce qu'on n'a pas centralisé. Qui va pouvoir gérer maintenant le centre islamique de Bruxelles? Eh bien, chacun doit régler, gérer sa mosquée, et ce que l'État doit faire, c'est faire des règles. Donc il faudra chercher à modifier en tout cas la façon dont on gère le culte. Alors ça, je suis d'accord. Et en effet, d'ailleurs, je propose à Renders, s'il veut savoir comment il faut gérer une mosquée pour que ça rentre dans la transparence, eh bien, s'il donne quelques spécialistes de gestion, on va lui faire toutes les propositions, mais il ne sait pas ce que c'est qu'une mosquée. Donc, il a besoin, c'est ce que je dis, il faut des tripartites. Il faut des spécialistes de l'État, il faut les politiques et il faut la communauté impliquée. On va sur autre chose pour terminer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Le parti Salem, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en plus par rapport à sa construction, par rapport à sa constitution, par rapport à ses objectifs, entre autres la défense de quelques dossiers qui sont quand même importants de la communauté musulmane? Est-ce que vous avez encore d'autres projets pour toute la communauté belge? Bien entendu, évidemment, il ne faut pas défendre seulement les musulmans. Je crois que les musulmans, d'ailleurs, avec tout ce qu'ils ont comme richesse grâce à l'islam, ils ne demandent pas eux-mêmes d'être défendus, ils veulent eux aussi apporter beaucoup de choses aux non-musulmans. Oui. Donc ça veut dire que je crois que les musulmans, ils ont beaucoup à apporter aux non-musulmans. Hein, quand on voit ce qui se passe dans les homes de vieilles personnes, écoutez, il y a des gens extrêmement malheureux là. On les regarde pas, on leur parle pas, ils mangent tout seuls à une table, à côté de quelqu'un d'autre qui mange tout seul à une table. Je veux dire, ça veut dire qu'il y a d'autres problèmes. Les musulmans, ils peuvent résoudre des problèmes. Et apporter des solutions, oui. Donc ça veut dire qu'on peut apporter des solutions, d'ailleurs que nous, musulmans, on n'a pas besoin, parce que déjà on vit comme ça. Mais il y a plein de solutions à apporter
aux non-musulmans pour aider à les rendre plus heureux encore. Hein. Donc je veux dire, les musulmans ne sont pas du tout égoïstes, bien au contraire, ils veulent au contraire apporter, ils veulent apporter du bien-être à tous leurs citoyens. Donc si le musulman il veut pouvoir manger de la viande halal, ben, c'est parce qu'il sait que l'animal ne souffre pas lorsqu'on lui saigne la gorge, hein, parce que bon, il n'y a pas de nerfs dans la gorge. Enfin, les neurologues d'ailleurs ont déjà tranché là-dessus. Il y a toutes les recherches qu'il faut. Mon père était anesthésiste. J'ai parlé à des collègues à lui, neurologues. Ajouter l'étourdissement, c'est-à-dire taper sur le crâne de l'animal avant de l'égorger, ben, tout ce qu'on fait, c'est on ajoute une étape. Et une étape dont rien ne prouve. Et pourquoi ce n'est pas bien expliqué pour convaincre justement la majorité, vu que ce qui est écouté maintenant, c'est Gaïa? Mais oui, mais Gaïa, écoutez, il n'y a plus personne qui s'intéresse à la maltraitance des chats, des chiens et des chevaux. Et donc, eux, pour survivre, ils sont allés sur la vague médiatique. Voilà, tout ce qui est contre les musulmans, ça rapporte de l'argent. Pourquoi les musulmans ne feront pas la même chose et créer justement une plateforme et bien expliquer, entamer des études, ça, pourquoi pas? Oui, mais enfin, je crois qu'en réalité, il ne faut pas grand-chose. Tous les arguments sont là, mais les musulmans doivent se faire élire. Si on n'est pas élu, réclamer sur Facebook, aller réclamer dans la rue, ça ne sert à rien de ça. En Belgique, la culture politique, c'est on se fait élire, on a son passage de 10 ou 15 minutes dans le conseil communal ou dans le Parlement, et donc on peut faire passer son message. Mais tant qu'on a... Vous savez, moi je connais des musulmans qui sont au Parlement, hein, mais chez les socialistes, les libéraux, et tout ça. Ils n'osent même pas, ils me le disent. Et ils n'ont pas le pouvoir de... Si je parle de ça, on me vire. Ils n'en parlent pas. Mais ils vont venir chez vous alors si on les vire après. Écoutez, ils sont les bienvenus à chaque élu pour se mettre indépendant à la session, à une séance. Allez, parlez-nous du salam un peu pour terminer sur ça. Oui, voilà. En réalité, on a trois thèmes. Et salam, ça veut dire quoi d'ailleurs? Alors Salem, c'est la paix. Hein, Jérusalem, c'est la cité de la paix. Hein, donc voilà, nous on s'est inspiré de Jérusalem, la cité de la paix. Donc, ça change un peu d'islam. Salam, islam. Oui, évidemment, islam, il faut dire comme c'est dans le langage politique, médiatique. C'est la religion, quoi. Donc, c'est l'islam. L'islam, c'est la religion. Donc, en réalité, d'ailleurs, c'est quelque chose que dans ce parti, ils ne voulaient absolument pas discuter. Ils disent non, islam, islam, islam. Mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à ça et qui ne votent pas parce que ça s'appelle islam. C'est encore le comble, quoi. Hein. Mais c'est vrai, islam, c'est le nom de la religion. D'ailleurs, M. Chalaoui, qui est responsable de tout ce qui est islamique, toutes les organisations islamiques en Belgique, ben, ils n'aiment pas non plus que l'islam vienne comme ça se proposer en tant que religion dans la politique. C'est pas le rôle de la politique. La politique doit être en dehors de la religion. Et donc vous avez choisi Salam qui est... Voilà, Salem qui est la paix. Qui est la paix. Et qui doit pouvoir réunir absolument les croyants de tous bords, et même les non-croyants, hein, je veux dire tous ceux qui veulent vivre en paix, en harmonie les uns avec les autres. Écoutez, le message de Dieu, c'est ça, hein, c'est d'être tolérant. Mais quand aujourd'hui, quand on voit des socialistes, des MR qui nous disent non, ça finit la viande halal, vous pouvez plus en manger, c'est quoi ça, enfin, je veux dire... Donc vous êtes là aujourd'hui, vous, et vous allez partir aux élections, entre parenthèses, comme un parti sauveur qui va proposer des alternatives aux musulmans qui sont discriminés par rapport à plusieurs dossiers, entre autres la viande halal, l'égalité homme-femme, le port des voiles, etc., l'étourdissement aussi, etc. Oui, bien sûr. Hein. Écoutez, mais pas que les musulmans, hein, les juifs. Écoutez, les juifs, ils ont d'ailleurs le président du consistoire, M. Markiewicz, il a bien dit, depuis les Allemands, les nazis, on n'a plus connu un gouvernement qui interdit l'abattage rituel, hein. C'est quand même grave, hein. Alors que c'est même sans aucune étude scientifique, hein. Il y a juste Gaïa qui a donné son avis. Alors Gaïa, évidemment, ils font de belles manifestations et ça leur rapporte, hein. Ils ont des tas de membres qui leur donnent de l'argent, etc. Parce que tout le monde s'en fout des chats maintenant, et des chiens. Oui,
ou peut-être qu'il y a plus de gens qui respectent les chats et les chiens, et donc ils ont trouvé. Mais donc le politique doit quand même s'intéresser à la science. Alors nous, on ne demande même pas au politique de regarder les versets du Coran ou les versets de la Bible. On lui demande juste, regardons ensemble que disent les scientifiques, les neurologues et les anesthésistes. Écoutez, ça n'a rien à voir avec un vétérinaire. Un vétérinaire, c'est un généraliste. Hein. Alors un généraliste, qu'est-ce qu'il connaît au système nerveux? Écoutez, il n'en connaît pas grand-chose. Un neurologue, il sait comment ça marche. Un anesthésiste, c'est le spécialiste de la douleur. Alors moi, mon père, anesthésiste, il a dit, écoutez, frapper sur le crâne, forcément, ça fait mal. D'ailleurs, c'est à cause de la douleur qu'on tombe dans les pommes. Une décharge d'adrénaline qui fait que finalement, on tombe dans les pommes à cause de la douleur. Donc ça veut dire que tous les animaux, aujourd'hui, qu'on étourdit, ça veut dire qu'ils ont tellement mal qu'ils en tombent dans les pommes. Alors que lorsqu'on les saigne, écoutez, saigner, moi ça m'arrive parfois de saigner, je travaille beaucoup avec mes mains, ou je fais de la cuisine, mais quand je me coupe moi la cuisine, ça saigne mais ça fait pas mal. Hein. Mais si le sang coule beaucoup, finalement je tombe dans les pommes, sans douleur. C'est l'idée l'animal vraiment d'une quantité de sang pour qu'il perd conscience. Mon père d'ailleurs, lorsqu'il a travaillé au Congo, parce que dans le temps il a travaillé au Congo, il a dû à un certain moment anesthésier en urgence un malade, eh bien il lui a retiré 1 litre de sang. Et donc la personne est tombée dans les pommes, comme les grands blessés sur les champs de bataille. Voilà. J'ai encore 2 questions. Le Parti Salam va couvrir toute la Belgique. Donc les 3 thèmes, c'est le vivre ensemble durable. Oui. Tout ce qui est vivre ensemble durable, ça veut dire même l'environnement, l'écologie, mais le vivre ensemble aussi, les règles entre tous les gens différents. 2e thème, c'est la justice et l'éthique, parce que la politique en a besoin aujourd'hui. Hein. Il y a de grandes injustices dans la distribution des logements sociaux, par exemple, et puis il y a un grand problème d'éthique aussi. Hein. Les politiciens, désolé, mais ils ne font pas leur job de façon très éthique. Donc il faut absolument courir là derrière. Et une 3e chose, c'est la création, non pas seulement de richesses, mais aussi de valeurs. Et donc, nous, on veut encourager la création de richesses et valeurs. Par exemple, aujourd'hui, il y a des tas de gens qui viennent de l'étranger, qui sont là en Belgique parce qu'on a été détruits à leur pays, parfois avec nos propres avions et nos propres bombes. Ces gens viennent ici, on ne peut pas simplement les nettoyer, comme dit Theo Franken, c'est tout à fait scandaleux. Non, il faut les prendre en charge. Il faut qu'ils puissent travailler et gagner leur vie, plutôt que de les mettre au CPS. C'est quoi ça, des sans-papiers qu'on va aller soigner parce qu'ils ont le droit à être soignés? Moi d'ailleurs, on est pour que tous les sans-papiers, ils aient un papier qui au moins résume les droits et les devoirs qu'ils ont maintenant. Mais il faut leur donner une carte, genre carte d'identité. Mais on ne peut pas les appeler des sans-papiers, ça n'a aucun sens, parce alors on ne sait même pas où ils sont. Donc il faut absolument avoir, à travers une carte d'identité, voilà. La dernière question, vous allez couvrir toute la Belgique? Oui, bien sûr. Des gens à Liège, à Charleroi. Le côté flamand aussi, le Lambourg. Le côté flamand, oui, Lokeren, Gand, Anvers, Genk. Vous savez, il y a 10% de musulmans en Belgique. Et il y a des communes où ça va jusqu'à 20, 30, 40%. Hein. Donc je veux dire, il faut absolument que ces gens, maintenant, se fassent élire. Et vous savez, quand vous vous faites élire au nom du socialisme, et puis que vous dites, voilà, il n'y a plus de propriété privée, on va tout se partager, écoutez, on ne peut pas se retrouver quand on dit on autorise l'avortement, hein, c'est-à-dire on tue les bébés dans les ventres des femmes avant la naissance. En plus payé par la Sécu, les 3 premiers mois en Belgique, et ensuite en France, en Angleterre ou en Hollande, à travers des accords européens. Donc, je veux dire, ou l'euthanasie, c'est quoi tuer ses parents lorsqu'ils sont malades? Est-ce qu'un musulman, il vote pour un parti politique qui vote pour l'euthanasie? Est-ce qu'un musulman, il peut voter pour un parti qui vote pour l'avortement, contre le halal, contre le voile? Je veux dire, moi, en tant que musulman, je ne sais même plus pour qui je devrais voter. Plusieurs questions intéressantes que vous avez posées, que peut-être dans les commentaires que les téléspectateurs qui suivront l'émission répondront à ces questions-là. Michel Dardenne, merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine fois peut-être. Hein. On va suivre en tout cas le Parti Salam et voir un peu sa progression, etc. Madame, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame, monsieur, c'est ici que se termine notre émission et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.